Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en direct, en public, à l'occasion de ce Grand Nord qui va changer de nom pour devenir les Hauts-de-France Digital Forum. J'ai vraiment un grand plaisir, pour pas dire j'en tremble, mais en tout cas je suis vraiment très heureux d'accueillir ici trois, alors passez-moi l'expression, poids lourds, mais je sais peut-être pas la bonne, mais en tout cas poids lourds de l'économie digitale du territoire. Évidemment, alors les présentations tout de suite. Alors je vais commencer par le parrain peut-être. Laurent Allard, bonjour, bienvenue à la tribune. Bonjour. Alors on va faire, je vous vois, parce que vous êtes à la télé, vous êtes le directeur du digital d'OVH Group. OVH Group, c'est un champion de la région, c'est une boîte qui n'existait pas il y a 30 ans, enfin trois petits repères. Donc OVH, 16 ans d'existence. Voilà, 16 ans, moins de 20 ans. Leader européen dans l'Internet et un des leaders mondiaux dans l'hébergement d'applications web. Présent dans combien de pays? Alors nous avons des clients dans 130 pays dans le monde aujourd'hui et nous avons 16 filiales dans le monde pour les supporter et un réseau international pour prendre le trafic et l'amener dans les data centers. Un champion à la fois actif, même hyper actif en termes de développement, mais aussi fortement implanté sur son territoire et qui aide les acteurs du territoire. Un mot sur cette implantation et sur un programme actuel justement d'accompagnement des startups avec de l'infra. En fait, on considère qu'on a 3 points d'ancrage. Un roubaisien, notre siège est à Roubaix, il restera à Roubaix. Un français européen parce qu'il y a des contraintes qu'il faut bien prendre en compte sur le traitement, la localisation des données. Donc nous sommes français européens sur un grand nombre de nos actions et nous sommes global parce que les acteurs dans notre marché sont aussi globaux. Amazon, pour ne citer que le premier concurrent est global. Donc nous avons ces 3 dimensions et au niveau France, nous avons lancé un programme d'aide à l'innovation qui s'appelle le Digital Launchpad et donc nous donnons gratuitement de l'infrastructure pour les entreprises naissantes, ceux qui viennent avec des idées, pour les aider à les prototyper. Donc vous allez sur le site et vous avez donc pendant 6 mois de l'infrastructure qui vous est mise à disposition pour développer votre prototype, votre idée et on peut ensuite accompagner le développement jusqu'à ce que la solution soit pérenne. Région formidable, il y a de l'infra, il y a des champions, il y a des programmes d'accompagnement, il y a du financement puisqu'aujourd'hui ça y est, l'accélérateur du PRN est désormais sur orbite, donc il ne tient qu'à vous, mesdames et messieurs les entrepreneurs du digital, à mettre la surmultiplier. Alors suite des présentations, bonjour Richard et merci d'être à la tribune. Alors vous aussi, acteur important, le groupe D4, champion, toute catégorie mondiale dans le sport. Un mot sur D4 pour les intimes, le groupe Décathlon, je vais être un peu plus formel, et un mot sur le digital dans cette grande maison. Oui, déjà un premier mot par rapport à Decathlon, puisqu'on aura 40 ans cette année. Donc c'est notre anniversaire. On aura l'occasion de le fêter avec nos clients au mois de juin. Donc Decathlon aujourd'hui est né effectivement ici sur la région lilloise. On est présent maintenant dans 25 pays et on se développe plus particulièrement en Asie du Sud-Est. 75 000 collaborateurs. Et puis présent sur le digital depuis maintenant une dizaine d'années. Richard Donat, vous êtes le patron du digital, alors c'est lourde responsabilité puisqu'on voit bien que là, on va parler de disruption dans un instant. C'est quoi le digital au sein du groupe? Alors le patron, c'est un bien grand mot en fait. On est surtout une grande équipe qui travaillons sur l'ensemble des projets de transformation digitale de l'entreprise. Principalement sur le parcours de nos clients, entre le magasin et le e-commerce. Cette expérience, c'est ça l'expérience client qui est digitale ou qui est réelle, c'est le mot-clé? Oui, c'est ça, on parle plus d'expérience que de parcours. Voilà, donc pour faire vivre à nos clients une expérience assez unique et sans couture entre tous ces canaux ou les différents devices On va en parler dans un instant, un monde hyper volatile, hyper changeant et effectivement des business models à sécuriser, à développer. Last but not least, disent les Anglais. Philippe, remerciement public parce qu'il y a quelques semaines, vous savez, quand on monte des événements un peu disruptifs, on a essayé de le faire, de changer la donne avec la City. On se dit, la disruption, il y a 2 catégories de dirigeants. Il y a ceux qui vous disent, ouais, mais alors, attendez, on va voir, faites vos preuves, on vous voit l'année prochaine, et on se retrouve en 2017, etc. Et on pourrait croire qu'au sein des grands groupes, ça va être comme ça, parce que grands groupes, on prend pas de risques, etc. Un coup de fil, et Philippe Courbois me dit, c'est bon, on suit, on sera là, avec le board. Un grand merci. Philippe Courbois, directeur du digital d'Auchan. Alors, un mot peut-être déjà, présentation sur Auchan, et présentation sur le digital dans une maison qui, historiquement, n'est pas sur le digital. Alors, pour le coup, qui n'avait pas un business model multicanal, et qu'il a très très vite adopté. Oui, alors, merci d'abord pour l'invitation. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Alors, d'abord, le digital, c'est de l'agilité.
Et l'agilité, c'est pas je reçois quelque chose en 3 exemplaires mandaté par le président de la République pour se déplacer. C'est un coup de fil, c'est une intuition, et là c'était des startups du coin qui présentaient des innovations. Et donc le digital, c'est d'abord et avant tout ça, c'est un état d'esprit, c'est une posture. Auchan, c'est une start-up qui est née ici, à quelques mètres, dans le quartier des Auchan à Roubaix. Donc quand en plus on va parler de digital à Roubaix, Gérard Mullier, il y a 55 ans, dans quelques semaines, a ouvert ici sa première start-up, 300 mètres carrés, et c'est devenu une entreprise de 300 000 collaborateurs dans 400 000 pays. Et qui fait un peu plus de 50 milliards d'euros, mais ça c'est uniquement la résultante. Ça peut faire peur quand on ne connaît pas Auchan, c'est vrai que de loin on se dit oh, c'est le gros groupe, alors qu'en fait c'est vrai qu'à l'intérieur c'est relativement décontracté quelque part. Cet esprit il existe encore aujourd'hui. Auchan, c'est d'abord et avant tout la décentralisation, c'est la confiance, et c'est faire en sorte que chacun des collaborateurs puisse avoir les moyens de mieux servir son client, qu'il soit client que vous êtes ou son client interne, et ils prennent du plaisir. Donc c'est pour ça que quand le Drive est né, il est né à 1,5 km d'ici, à Lers, il y a 12 ans. Et depuis, c'est devenu le modèle qui prend de la part de marché dans l'alimentaire en France. Et ça fait plus de chiffre d'affaires que le hard discount. Et ça a été né aussi par un collaborateur à Lers, à Auchan Lers, parce qu'il a dit j'ai une idée, je me lance, il y a Internet qui arrive, on va améliorer l'expérience client. C'est du digital. Merci à tous les trois d'avoir accepté de témoigner. Alors on a un sujet important parce que évidemment on est ravis d'avoir essayé d'un peu changer la donne d'un salon traditionnel, enfin avec des nouvelles trucs. On est content de cette journée. Donc ça c'est le côté sympa, fun. Maintenant, au quotidien, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ce monde qui nous arrive, il est à la fois grisant et il est flippant parce qu'on voit des modèles entiers, l'industrie du taxi, enfin on va pas les citer, si on va les citer, mais ça y est, tout ça porte un nom, la disruption. Alors quand c'est carrément grave, ça devient de l'ubérisation. Alors messieurs, est-ce que c'est des propos vains de journalistes? Est-ce que le monde digital dans lequel nos entreprises sont maintenant immergées, voilà, où est-ce qu'on en est? Vous êtes tous les trois des acteurs, vous êtes aux avant-postes de tout ça. Quel est votre regard sur cette économie traditionnelle qui se disrupte à ultra grande vitesse? Qui veut témoigner sans formalisme? Allez, qui s'y colle? C'est parti. Allez, Philippe. Bon, allez, je vois que... alors la disruption, je regardais sur Wikipédia ce matin. La définition. Ouais, en prenant mon thé, je me suis dit bon, comme on va me parler devant des gens... Je cause dans le poste. Voilà, très, très connectés. Donc c'est créer une instabilité. Et je me suis dit, l'instabilité, finalement, le monde la connaît depuis qu'il est monde. Et la grande distribution, il y a 55 ans, c'était une disruption du commerce. Et la grande distribution française en était une. Ce qui a changé, à mon sens, c'est la notion de temps et le fait que les choses s'accélèrent. Et soit on pense que pour s'adapter à la disruption, il faut qu'il y ait des têtes pensantes qui demandent aux équipes d'agir, soit on fait en sorte que les équipes qui ont la possibilité de disrupter en interne, de hacker l'entreprise, et là ça devient une opportunité et ça devient pas une menace. Il y avait des intrapreneurs à une époque, maintenant il va y avoir des intra-disrupteurs, des fouteurs de brin comme on dit dans le Nord. Enfin, c'est quoi? Passez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Laurent Allard. Tout d'abord, en termes d'accélération, je voudrais insister sur ce point, c'est qu'on n'en a peut-être pas conscience, mais on est vraiment dans une accélération exponentielle. Alors juste pour citer un chiffre, pour dire, on n'est pas que sur des vagues concepts, mais sur des éléments chiffrés. L'un des premiers acteurs mondiaux dans le digital que tout le monde connaît, c'est Booking.com, premier historique, l'un des premiers. Date de création, à peu près 96, il a fallu 19 ans pour atteindre 10 milliards de chiffre d'affaires. 19 ans pour atteindre 10 milliards de chiffre d'affaires. Facebook a mis à peu près 9 ans pour atteindre 10 milliards de chiffre d'affaires. Uber a mis 6 ans. 6 ans pour atteindre 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est juste incroyable. Le prochain, en combien d'années est-ce qu'il va atteindre 10 milliards de chiffre d'affaires? Ou de mois. Ou de mois. Ou de mois. Et donc cette accélération, elle est absolument tangible par ces chiffres, elle est tangible par le nombre de startups qui, en France notamment, se développent. Je citais l'autre jour dans une conférence à Paris le nombre de startups en région parisienne, 12 000 actuels. 12 000 startups juste en région parisienne. On a donc d'un côté de la destruction
de l'autre côté de la transformation et on a de la création. Et tout ça fait vraiment cette révolution que j'évoquais ce matin, qui est un monde dans lequel les opportunités, les risques sont vraiment là, mais ils sont à très court terme. Et dernière statistique que je vais citer, on a travaillé avec un certain nombre de cabinets, EY, KPMG et d'autres, pour voir un petit peu comment le marché se sentait menacé. Et il s'avère que 40% des grandes entreprises considèrent qu'elles seront encore là dans 5 ans dans leur forme et leur métier actuel. Ce qui veut dire que 60% soit vont se transformer radicalement, soit vont disparaître dans 5 ans. Ce qui veut dire que tout le monde est impacté. Et, oui, et je serais beaucoup plus inquiet pour ceux qui ont des certitudes que pour ceux qui pensent, mais ça c'est un avis personnel. Richard. Ouais, moi, pour compléter, j'ajouterais aussi un phénomène assez historique dans ce monde qui change, c'est le niveau des capitaux investis actuellement et de la liquidité disponible. L'argent coule à flot là-dessus. Hein. Sur le marché US notamment, on parle de 90 milliards de dollars d'investissement par an aux USA dans cet écosystème start-up. Donc c'est directement face à ces compétiteurs-là qu'on se fait vraiment percuter. Et quand on les voit arriver, c'est trop tard. Donc on a quand même intérêt à aller voir ce qui se passe dans ces écosystèmes pour les comprendre. Un mot sur ça, sur cette logique, c'est-à-dire que pendant longtemps, chaque boîte presque secrètement avait son équipe de R&D pour trouver le truc, etc. Maintenant on parle d'open innovation, on va plus développer une nouvelle techno, on cherche la start-up, on la rachète. Un mot sur cette économie extrêmement volatile et elle a apparemment vraiment de la détection de start-up pour essayer d'éviter la disruption, ou au contraire pour être le premier à disrupter le secteur. Alors, est-ce que vous voulez témoigner? Est-ce que vous avez peut-être en tête, quel est pour vous l'exemple le plus éloquent, à la limite, en matière de révolution digitale? Ah, répond qui veut. Hein. Alors, allons-y, Laurent. Non, en fait, pour moi, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que on a les mêmes discussions, les mêmes agendas avec des tailles d'entreprises qui n'ont juste rien à voir. Et ce qui est fabuleux dans ce qui est en train de se passer, c'est que tout le monde est concerné. Certains viennent sur des services nouveaux qui n'existaient pas et qui créent de la valeur dans des domaines qui n'existaient pas. Moi, j'ai vu une entreprise à Rennes qui a développé, un de nos clients VH, qui a développé un système de gestion sur son iPhone de son cheptel de vaches. Et donc, on peut se dire, mais où va le digital? Eh bien, c'est des vaches connectées. Eh bien oui, un fermier arrive à gérer 100 vaches avec tout ce qu'il faut en termes de contrôle vétérinaire, contrôle d'alimentation, contrôle sur les cycles, etc., qui font que il a développé avec un prototype et quelques entreprises spécialisées dans l'IoT pour ce type d'usage, et il est devenu aujourd'hui un des acteurs européens leaders dans ce marché. Donc c'est un marché de niche qui n'existait pas. Comment on peut, avec un iPhone, contrôler en tant que fermier? Bon, je prends des exemples pour vous dire que entre ça... il est très éloquent pour le coup, hein, une vache connectée... Et il y avait un marché, et ce marché n'existait pas, d'automatiser ce qu'un fermier pouvait faire. Et d'autre côté, on travaille avec un autre client à nous qui est Voyage SNCF. Et ce que vous faites aujourd'hui sur votre iPhone, quand vous changez vos billets de train, quand vous faites 21 millions de transactions jour sur le site voyagesncf.com, c'est juste fabuleux. On était usager, on devient client. Il pense expérience. Et quand on réfléchit à la transformation de la SNCF à travers cet outil voyagesncf.com, vous vous sentez, vous, en tant que client. Enfin, moi, je me sens en tant que client. Quand on m'annonce que mon train, et non pas les statistiques générales, mais mon train a 20 minutes de retard, et que c'est pas la peine de courir du taxi parce que j'ai le temps d'y arriver, eh bien, je me sens client. Eh bien, c'est ce qui est pour moi fabuleux, c'est que on a chaque jour des cas extrêmement concrets d'entreprises nouvelles qui n'existaient pas, d'entreprises qui se transforment, d'entreprises qui évoluent, et tout ça fait partie de cette révolution. Ouais, c'est effectivement très éloquent. D'autres exemples éloquents qui vous ont marqué, plus connus, moins connus. En fait, cette vitesse, on la rencontre aussi, on la retrouve dans l'arrivée de nouvelles technologies. La difficulté à laquelle on est confronté, nous, plutôt grosses entreprises historiques, c'est de se dire comment on peut déjà en faire un usage dans nos business models, c'est comment on peut l'intégrer. Et une fois qu'on a pris le temps à répondre à toutes ces questions, il y a déjà une nouvelle technologie qui est arrivée, et donc on court un peu après les sujets en permanence. Et ça, pour nous, c'est une vraie difficulté. Hein. Notre taille et notre dimension nous pose un problème. Donc on a aussi des grosses réflexions à mener en interne dans nos entreprises, c'est le cas, c'est en cours, pour se réagir vis-à-vis disrupter quelque part en permanence. Quoi. Ouais, c'est ça. Philippe Courbois. Ouais, je rejoins ce que dit Richard. Moi, en quelques années, je suis passé de mode de fonctionnement plan à 5 ans, plan à 3 ans, comment on va bâtir la fin d'année,
À des sprints. Maintenant, j'entends sprint, MVP, les produits minimum viables. Ça, c'est les premiers éléments. Et deuxième élément, il faut subériser soi-même. Il faut se disrupter soi-même. Le drive, il a disrupté l'hypermarché. Et chez Auchan, il y avait le débat. Est-ce qu'on doit y aller parce que le client qui va aller en drive, il va pas aller en magasin? Et on y est allé et on a pris le leadership du drive. Certains n'y sont pas allés et s'en mordent les doigts. Et je vais prendre un autre exemple, c'est la livraison. Qu'est-ce qui coûte cher au e-commerce? Donc il y a plus de 600 millions de colis livrés par an à domicile. Sauf que la livraison, ça coûte cher. Est-ce que on doit attendre que quelqu'un disrupte? Ou est-ce qu'on doit accompagner une start-up qui dit, ben voilà, n'importe qui peut livrer un colis pour vous? Mais là, ça, on va créer des auto-entrepreneurs. Le Uber de la distribution, voilà, donc, de proximité, là, exemple, du dernier kilomètre. Quoi. Il y a une start-up qui s'appelle You2You qui est en train de lancer sur Paris. Je pense que oui, demain, on va avoir des gens qui vont livrer de manière collaborative. Et on pourrait nous avoir la posture de se dire, bah non, que vont devenir nos livreurs, que va devenir le système postal, que va devenir... mais si on le fait pas, si on l'accompagne pas, on va laisser d'autres le faire et on va disparaître. Merci pour ce regard. Alors, on est dans la séquence start-up. Est-ce que vous avez d'autres exemples de start-up qui vous viennent un petit peu spontanément? Je pense que ça illustre bien ces tendances. On en a vu une qui collectait des vaches. D'autres exemples peut-être, Laurent ou... Dans les exemples qui sont parfois surprenants, c'est... pour moi, chacun a sa chance. La seule limite que l'on a aujourd'hui, c'est l'imagination pour créer des nouveaux services. Et là, je vais citer un autre cas concret qui est un cas client. Quelqu'un est venu nous voir il y a un peu plus d'un an avec un scooter et puis je pense qu'il n'avait pas spécialement de fortune personnelle, mais en tout cas il est venu avec son scooter en disant écoutez, j'ai pas de moyens d'investir, mais j'ai une idée et je pense que je vais être compétitif pour créer un service qui va rentrer en compétition avec Netflix. Alors quand vous connaissez Netflix, vous dites non mais excusez-moi. Soit c'est un charlatan, soit c'est... Il y a juste un petit problème, on s'est peut-être non, on parlait bien de Netflix et le monsieur était simplement avec son scooter et il est venu nous exposer l'idée que si on prenait ces DVD qu'il allait collecter DVD physiques, eh bien le fait de les stocker chez nous, de transformer en streaming vidéo et de faire une application qui allait simplement être dans un communautaire, une façon de voir un certain nombre de films à partir du moment où il ne dépassait pas la limite du nombre physique de DVD qu'il avait, il n'avait plus de droits d'auteur à repayer et il était dans un modèle disruptif parce qu'il n'avait plus à repayer à l'usage. Et c'était la communauté qui partageait les biens et le modèle en soi était vertueux. Eh bien, il est venu nous voir, on a développé forcément un peu la fondation technologique pour qu'il puisse faire un streaming sur tous les supports iPad, web, etc. Et la société s'appelle Vodcaster et elle est en train de décoller sur Paris. Donc voilà, il y a des gens comme ça qui viennent avec une idée et ce monsieur avec son scooter tous les jours nous décharge les DVD dans notre data center et c'est en train de prendre forme. Voilà, donc je prends cet exemple-là pour dire que vraiment si vous avez une idée, aujourd'hui rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Les technologies sont là, il faut penser service, il faut penser à qui j'apporte de la valeur. Et ça, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important de se mettre dans la position de l'expérience du client qui peut-être au départ est un utilisateur mais qui va y voir de la valeur et c'est ça qui va faire la différence demain, c'est en quoi est-ce que je réponds aux besoins de celui qui va utiliser mon service. Merci. Leur tourne, est-ce qu'il y a, alors là du coup en 22 secondes d'autres exemples comme ça de start-up où est-ce qu'on a à peu près vu l'essentiel, peut-être une ou deux start-up qui viennent à l'esprit, on est bon, Richard? Moi j'en ai une en tête, c'est Cocorico, deux Français qui sont basés à New York, qui ont lancé leur start-up qui s'appelle Niveau et leur ambition elle est de disrupter le monde de la compétition sportive mondiale. Ils sont partis sur cet axe et bon an mal an ils y arrivent, donc ils fédèrent l'ensemble des communautés des jeunes ados là, des 13-17 ans et autour de cette notion de compétition communautaire. Et ils sont en train de disrupter un certain nombre de modèles dans le basket, dans le foot, dans le skateboard, etc. Donc c'est super puissant. Ils vont disrupter la FIFA, ça fera plaisir à pas mal de monde. Bon, un bel exemple également à suivre. Alors, ça c'était un petit peu la séquence constat, des bonnes pratiques, etc. Maintenant, mettons-nous à la place de ceux qui regardent nos émissions, de ceux qui sont avec nous ici même au Stade Vélodrome.
il se passe plein de choses. Alors, j'ai pris quelques mots depuis ce matin, blockchain, robotique, IoT, très haut débit, big data, c'est des sujets qui ont fait le plein en termes de conférences. Beaucoup de révolutions sont annoncées. Pour nos invités qui n'ont peut-être pas toute la grille de lecture technologique, lesquelles sont, alors vous allez tous me dire toutes, oui, mais lesquelles pour vous sont vraiment les plus chaudes actuellement, celles qui vont avoir le plus d'impact à court terme, et puis quel secteur d'activité, on parlait ce matin de blockchain et du monde bancaire, etc. Qu'est-ce qui va, selon vous, quels sont ceux finalement de nos invités qui ont le plus de soucis à se faire? C'est la séquence frisson, allez, c'est parti. Laurent. Souci, je ne vais pas être pessimiste. Pour moi, ce qui est un sujet d'attention, c'est qu'est-ce que l'on va faire de la somme de ces technos. Unitairement, aucune ne représente un danger ou quoi que ce soit. La somme de ces technologies peut représenter des cas d'usage. Alors, je vais en prendre simplement deux. La puissance de calcul, on pense que d'ici à peu près 2025, on va avoir une capacité de calcul qui va être proche de la capacité humaine. Donc, ça veut dire qu'après 2025, on ne va pas s'arrêter là. On va dépasser les capacités d'analyse. On a vu que le jeu de Go a été, après beaucoup de tentatives, finalement le champion a été battu par une machine, ce qui était quand même un défi qui montre le niveau où nous sommes en 2016. Et là, je parle 2025. Donc, la puissance de calcul, si maintenant vous l'associez à l'IoT et que vous mettez des objets connectés dans un certain nombre d'éléments, si vous prenez ensuite les 3D et que vous avez des matériaux humains qui, vous dites jusqu'où on va aller dans l'assemblage de tout ça. Et je pense qu'il faudra que collectivement, on soit tous toujours très attentifs sur les usages qui peuvent être faits, parce que on peut faire le mieux et le moins bien de l'autre côté. Mais voilà, je pense pas que ce soit une technologie qui va en soi. C'est la puissance de calcul associée à ces capacités de traiter de l'information sur des grandes masses et avec tous les assemblages qui vont être faits, qui peut représenter éventuellement un danger. Alors ça, c'est le regard en plus du fournisseur d'infra, où cette notion-là est évidemment clé. D'autres mots, d'autres gros mots, si je puis dire, sur lesquels il faut quand même bien regarder ce qui se passe. Oui, alors je vais quand même me remettre dessous dans la machine, parce que moi aussi, je pense qu'à court terme, ça va être l'association. Selon moi, alors, et dans mon univers de la distribution, de l'intelligence artificielle. Monsieur en a parlé, Watson, le commande vocale. Maintenant, on peut parler français, chinois, mais peu importe, on va se comprendre. Et le big data. Et donc, le fait d'avoir chez soi un assistant personnel à qui on peut parler, qui nous rend service à tout point de vue, y compris faire des courses, me soigner et autres, et comprendre, me conseille et évoluer au fur et à mesure par son intelligence. Ça, c'est la première chose pour compléter. Et moi, il y a une deuxième disruption sur laquelle je m'intéresse depuis très peu de temps, parce que j'avais pas compris l'année dernière ce que c'était, et avec mon équipe, là encore récemment, on en parlait, c'est la blockchain. Ah ben on a ouvert cette année la manif sur la blockchain. On n'a pas d'électricité. Voilà, et on en parlait encore dans le début de semaine, et je pense que c'est quelque chose qui va aller plus vite qu'on le croit. C'est ça. Alors certains médias très spécialisés disent l'impact de la blockchain sera bien supérieur à celui d'Internet. Oui. Et vous en êtes déjà convaincu. Vous avez, pour les néophytes de la blockchain, c'est quoi ce truc? Ce répertoire mondial où on va graver dans le marbre toutes nos transactions, sans intermédiaire. C'est ça, en fait, c'est la désintermédiation de ceux qui nous désintermédient. Plus de banques, plus d'assurance, plus de notaires, plus d'avocats. Et même si j'étais actionnaire, si j'avais des actions chez Uber, je pense que je les retirerais et je les mettrais dans une application de pair à pair pour le déplacement. Si j'avais des actions dans une banque, je pense que je les retirerais pour les mettre dans une application qui permettra de pair à pair de faire transaction chez les notaires. Voire même demain, est-ce que la monnaie sera comparable comme on le fait aujourd'hui par système de bourse, ou est-ce qu'elle sera perçue différemment parce que la valeur d'usage, quand on voit comment est né le commerce de l'Antiquité, est-ce qu'on va pas y revenir avec un échange d'usage de pair à pair avec une monnaie différente? Bon, là aujourd'hui le système de crypto existe, les applications vont arriver et les usages vont peut-être arriver très vite. Ça va dépendre de nos amis ingénieurs et marketing quand ils vont s'unir pour le développement. Oui. Dans le Nord, il y a un petit pool qui commence à y travailler, donc avis aux amateurs, rejoignez tout ça, il y a sûrement des alliances un peu intelligentes à montrer, et je pense qu'on est pas mal là avec des compétences. On a des spécialistes de anciens
Bitcoin, puisque c'est la même techno, qui n'a pas abouti, mais c'est la même techno. Donc merci pour ce regard sur le blockchain. Nous, on partage à nos équipes éditoriales, disent blockchain. Donc regardez ça si vous ne l'aviez pas encore dans votre spectre. Richard, sur ces technos, dans le guide un petit peu. Non, moi, c'est pas sur la techno que j'appuierais mon propos, parce qu'effectivement, il y a de la blockchain, de la big data, etc. C'est plus sur l'usage et l'expérience. Aujourd'hui, effectivement, le secteur qui risque d'avoir un peu chaud dans les quelques années à venir, c'est effectivement le secteur bancaire, notamment en termes de prêts et de financement. On le voit, ça monte fortement aux US avec des plateformes comme Kickstarter ou ce genre de choses. Et là, c'est un vrai sujet pour les banques. Je sais que Bank of America, par exemple, est très concernée par des petites sociétés, dont une qui s'appelle Affirm. C'est une boîte qui a été lancée par un Américain de 23 ans et qui vous prête de l'argent, comme ça, si vous voulez acheter une voiture ou que sais-je. Et en fait, il vous score en temps réel dans votre parcours sur Internet et il vous propose ou pas le moyen de paiement selon votre niveau de scoring. Donc c'est full assurance pour lui et il est sûr de toute façon et donc c'est une boîte qui a levé 300 millions récemment. Le scoring bancaire qui était à l'époque caché, c'est vraiment le secret. Eux, c'est carrément du temps réel, c'est du wide open comme disent les Américains. Affirme à suivre. Je connaissais pas l'exemple. Laurent. Ce que je voulais juste pour étendre le propos là, il y a un point important à travers ces grandes évolutions de cas d'usage, c'est la capacité que l'on a maintenant de comprendre l'individu comme étant l'individu, non plus une instance parmi des millions d'instances. Ça change radicalement l'approche que l'on a de beaucoup de services. J'ai travaillé récemment sur un cas dans le monde de l'assurance où la réflexion est comment mesurer le comportement plutôt que de rentrer la personne dans une table de risque dans laquelle des centaines de milliers de personnes ont été mises quelque part et qui donnera une valeur très aléatoire sur la probabilité d'avoir un accident ce soir ou demain matin. Eh bien, quand on analyse le comportement de l'individu, on s'aperçoit que 80% de ce qui va causer le risque est lié à son comportement et non pas des données statistiques générales. Et quand on applique ça au scoring bancaire, quand on applique ça à l'expérience d'Uber qui me connaît, qui sait où me localiser, à Facebook, etc., c'est vraiment toute cette industrie où on part de la personne en tant qu'individu, on la connaît sur son comportement, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle représente comme risque, qui donne lieu à des services totalement nouveaux et qui sont alors là totalement disruptifs par rapport à toute l'approche qui techniquement n'était pas possible jusque-là, où on raisonnait en masse, on raisonnait en statistiques, et quelque part, on avait des compromis qui étaient plus ou moins pertinents. Alors que là, on a une pertinence beaucoup plus forte parce qu'on s'adresse à la personne telle qu'elle est. Merci pour ce regard. Alors l'heure tourne, il nous reste un dernier point à voir ensemble. C'est, vous êtes actif dans un grand groupe, maintenant vous allez fermer les yeux et je vais vous mettre dans la situation d'un patron de PME qui n'a pas beaucoup de fric, qui n'a pas le droit de se planter et qui est face à tout ça. Comment une PME elle peut s'organiser pour rester dans la course? Est-ce qu'elle peut? On voit, oui, comment? On voit qu'il y a des tout jeunes qui arrivent. Allez, des conseils opérationnels pour un petit peu rester dans... Qu'est-ce qu'on fait là? Je suis PME, je suis venu par hasard au Digital Forum parce que j'ai vu de la lumière et que j'ai vu qu'il y avait des vélos. Et puis je me prends ça dans la tête, qu'est-ce que je fais dans ma PME? C'est une question difficile, répond qui veut. Alors, moi, je vais me lancer, mais vraiment parce que... vous le demandez, parce que, je ne suis pas patron de PME. Et de deux, il n'y a que celui qui le vit donc je ne vais pas donner de conseils. Par contre, j'ai un sentiment, c'est que qu'on soit grand groupe, qu'on soit un PME, le monde dans lequel on est, c'est le collaboratif, la connexion, la curiosité et l'envie de tester, quitte à se planter et d'en tirer les conséquences et se relever, qui fait que on peut vivre sereinement dans le monde actuel. Si à un moment donné on se laisse guider par des peurs, par des craintes, en raison de sa taille, d'un prétendu isolement, d'un monde qui va beaucoup plus vite, je pense qu'on se lève, on est malheureux. Par contre la connexion, le fait de partager, le monde est ouvert et c'est comme ça que PME ou grand groupe, on prend du plaisir à vivre ce monde et à être acteur et pas à le subir, à se demander d'où ça vient. Je pense que c'était pas un conseil, mais je pense que c'est une belle analyse, Richard. Ouais, moi, je pense que la belle idée, l'innovation, elle a un temps de vie extrêmement limité et que ce qui fera gagner une start-up notamment, c'est sa capacité à exécuter de façon parfaite son service pour satisfaire au plus ses clients finaux. Uber l'a très bien fait par rapport au taxi, mais Uber est déjà en train de se faire disrupter par un nouveau modèle qui s'appelle Lyft,
qui est en train aussi de lui tailler des croupières aux États-Unis. Donc la position n'est jamais stable. Et voilà. Et donc si le service n'est pas exécuté parfaitement, et c'est un peu finalement ce qui pose problème aux grands groupes, c'est qu'on a une telle masse de choses à faire qu'on exécute moyennement bien beaucoup de choses, et qu'on se fait percuter là où on est dans les brèches. Et ils arrivent à rentrer et ils rentrent très bien dans ces domaines-là. Donc voilà. Vigilance totale et pragmatisme. Même question. En fait, si je regarde par rapport à notre base client, on a à peu près 1 million de clients entreprises dans les 130 pays, dont 600 000 plutôt de catégorie PME, SMB. Donc 600 000, on a de quoi voir un petit peu les comportements. En fait, il y a 2 axes sur lesquels il faut être absolument vigilant. Il y a un axe qui est l'usage et non plus la possession. Donc il faut être agile sur le fait de ne pas délivrer un service qui soit uniquement basé sur une réalisation qui était peut-être correcte, bonne à un moment donné, mais qui ne nous permet pas dynamiquement de passer à l'étape suivante. Donc usage de services, usage de technologie, enfin usage au sens large. Et puis de l'autre aspect, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est ouvert, donc il faut être à l'écoute et voir où sont les nouveaux besoins, parce que les Airbnb, les entreprises qui se développent sont parties de cas extrêmement ciblés, simples. Le vodcaster que j'évoquais en 18 mois, enfin voilà, on en voit énormément qui en quelques mois pensent client, pensent usage, pensent service pour eux-mêmes et pour le service qu'ils rendent à leurs clients, et tout est possible. Donc on est dans ce monde chaotique encore pendant quelques années, mais ça veut dire aussi des opportunités qui se créent tous les jours, et c'est là où il faut et ne pas attendre 1 an, 2 ans, mais vraiment être en continu à essayer d'innover et d'aller de l'avant. Eh bien, il nous reste en gros 4 minutes avant la fin de cette émission. 4 minutes. Moi, j'ai envie de finir sur cette région encore, parce que c'est vrai que le Nord, une de ses forces, c'est finalement les gens qui savent justement travailler ensemble, qui savent partager, peut-être parfois un peu trop modeste à l'heure où il faut savoir crier, savoir faire du social et du bruit. Mais cette région-là, quels sont ses atouts? Quelles sont ses opportunités? Votre conclusion sur... le Nord est-il bien placé pour rester dans la course mondiale au digital? Alors, tout d'abord, comme je suis natif local, je vais ne dire que du bien. Non, sérieusement, notre choix de rester, et qui a été confirmé de rester dans le Nord, c'est parce qu'on y trouve beaucoup d'éléments extrêmement forts. Tout d'abord, il y a une culture entrepreneuriale qui est forte dans le Nord. Quand on évoquait tout à l'heure Gérard Mullier, et avant ça, on pourrait parler de fil d'art, et on pourrait parler du textile, et on pourrait parler voilà, on a une histoire lourde qui est à la fois entrepreneuriale et industrielle. Et chez OVH, en tout cas, moi j'ai associé vraiment les 2 mots. Il faut traiter et l'innovation et l'industrialisation ensemble. Parce que c'est pas l'innovation artistique, et c'est pas l'industrialisation figée, c'est vraiment savoir dans le process industrialiser en permanence ce qui est innovant. Et c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Et la culture que l'on trouve ici est vraiment très adaptée à ça, l'esprit entrepreneurial, l'innovation et l'industrialisation. Ça, c'est les piliers. L'autre élément, c'est qu'on a beaucoup de talent. Nous, on a recruté 300 personnes depuis 1 an. Certains viennent parfois d'un peu plus loin parce qu'on ne trouve pas en continu vu le rythme de recrutement, mais on trouve quand même, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de talents. On est à la croisée des chemins au niveau européen, donc c'est aussi un atout important. On a des infrastructures, on a tout ce qu'il faut, donc voilà, on a cet issue. Et puis le 3e élément, c'est vrai qu'il y a un esprit, on partage facilement, on développe des écosystèmes, on peut avec la French Tech, avec Euratech, avec les structures publiques, les structures privées, avec des partenariats avec certaines entreprises qui se développent, voilà, vraiment avoir des gens qui tout simplement ont envie de faire des choses ensemble, sans chercher à prendre des schémas compliqués, politiques. Non, il y a des choses qui ont du sens, faisons-le ensemble. Voilà. Merci pour ce témoignage. Le Nord, on n'est pas Palo Alto, on est dans cette métropole et dans cette région, dans cette grande région. C'est un bon terreau. Ouais, par contre, on a un bel avantage. Moi, je pense qu'on parlait de vitesse, de scalabilité. Donc, comment déployer mondialement un service. Uber a mis 5 ans pour... aujourd'hui, on a des entreprises ici qui sont déjà mondiales, et une start-up du Nord connectée à une entreprise de ce type-là a de fait une plateforme qui est mondiale, et en quelques mois, elle est capable d'aller exécuter un service jusqu'au fin fond de la Chine. Donc c'est des vraies opportunités c'est pas le cas dans pour nous tous d'ailleurs, parce que ça nous permet aussi d'aller vite de ce point de vue. Et moi, je crois très fort à ces partenariats communs menés avec ces petites startups. Le chasser
en meute à l'époque du digital avec des groupes qui sont déjà mondiaux. Merci pour ce témoignage. Alors je vais être bref parce que tout a été dit et je le partage bien évidemment. Vous parliez de Palo Alto. Alors quand je suis arrivé dans le Nord, il y a 5-6 ans, on m'a dit bienvenue dans la Silicon Valley. Ça je ne connaissais pas l'acronyme. Vous la connaissez peut-être pas, mais... Non, ça je ne connaissais pas la Silicon Valley. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça parce que où en France on a cette même culture entrepreneuriale, autant de champions mondiaux nulle part. Donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose, pour rebondir sur ce que disait Richard, je voyais une start-up plus loin qui s'appelle Phoceis, start-up du Nord aussi, je ne sais pas si Julien, celui qui l'a créé dans le coin, mais Phoceis a signé avec Auchan l'application à Shanghai, et donc l'a mis un bureau à Shanghai et puis se développe avec plein d'entreprises françaises ou chinoises, mais c'est aussi ça la chance pour les PME du Nord. Comme l'agroalimentaire a pu se développer aussi avec la grande distribution, et il y a des grands noms maintenant mondiaux. Le développement ne se fait que dans un monde ouvert et partenarial et de confiance. Et cette culture, elle est vraiment profondément ancrée dans cette région. Il nous reste 1 minute 30, vous êtes 3, 30 secondes en conclusion de tout ça. Alors vous n'avez pas voulu donner de conseils, mais donc ce monde nouveau qui fait peur à certains, à votre niveau, il fait peur, il excite, c'est quoi? C'est quoi le dernier conseil, le mot de la fin en 30 secondes? Si on est dans la peur, on va de nulle part. Il faut être conscient des risques, il faut être conscient que ça va pas être facile. J'ai parlé de révolution à plusieurs reprises. Quand on parle d'une révolution, c'est dur. Il y a des positions dominantes qui disparaissent, puis il y en a d'autres qui apparaissent. Donc c'est pas simple, mais c'est excitant parce que ça veut dire que tout le monde a sa chance, et tout le monde a sa chance. Donc allons-y, soyons vigilants, comme je l'ai dit tout à l'heure, et travaillons ensemble, et puis voilà, à nous de faire, et puis on va y arriver. Eh bien, un grand merci. Merci d'avoir participé à cette émission, mesdames et messieurs. Laurent Allard, le CEO d'OVH. 30 secondes de conclusion, Richard. Pas de peur, simplement oui, des belles opportunités, et il y a beaucoup de choses à faire, et voilà, donc moi j'ai une grande confiance en tout cas dans l'avenir, dans toutes ces technologies qui vont nous aider à mieux encore réaliser ce qu'on est en train de faire, donc on y croit fortement. Richard, restez actif et tout aussi sportif et digital, mesdames et messieurs. Richard Donat, le directeur du digital du groupe Decathlon. Conclusion des conclusions, lourde tâche, Philippe, que d'avoir sur ses épaules les 30 secondes, la conclusion des conclusions sur un débat disruptif et ubérisé. Non, moi juste merci à tous ceux qui se sont bougés. Parce que si on est là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont monté les stands, qui se sont levés tôt ce matin et qui ont envie de partager et de vendre. Donc si chaque matin tout le monde se lève en disant moi j'ai envie de partager, de vendre et de me lancer. Après, il y a toujours 3 choses que je regarde chaque jour. C'est est-ce que j'améliore l'expérience de mes équipes, donc leur quotidien, est-ce que j'améliore l'expérience du client, et est-ce que je crée la valeur. Si je contribue un peu aux 3, le reste vient et on s'en rend même pas compte. Merci d'avoir participé à cette émission. Philippe Courbois, le directeur du digital du groupe Auchan. Alors moi je sais pas si on a disrupté le média salon, mais il y a 2 mois et demi, on a dit il y en a marre des cages à poules. Alors soit qu'ils ont encore un truc, ils vont me faire la gueule, mais vous avez compris que si l'an prochain on a le fric, les moyens et le soutien, on pète tout, il n'y aura plus un stand, il n'y aura plus que des démonstrations. On s'est dit allez on arrête, on n'a rien à marre. Et c'est vrai que jusqu'à présent on savait vous offrir des témoignages de qualité, mais si vous êtes fidèle de nos manifs depuis le début, jamais on vous a offert un panel comme ça. Donc c'est vrai que je pense que si nous on a un peu pété les plombs sur le modèle pour dire allez on va faire plus que des démos, il n'y a plus de ça, etc. On fait du démonstrateur, eh bien c'est vrai que c'est un peu, ça nous aide à aller encore plus vite, encore plus loin. Moi je vous remercie du fond du cœur d'avoir su trouver du temps, et puis revenez quand vous voulez sur les Digital Forums de France et de l'international. Merci à vous d'avoir assisté nombreux ici même à l'enregistrement de l'émission. Merci à vous qui les suivez en direct. À très bientôt à l'antenne des Digital Forums. À bientôt, tchuss, au revoir.